Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir à cet atelier organisé par le groupe Normes et Standards du SNE. Et nous allons vous proposer des recommandations et surtout des cas pratiques pour rendre l'EPUB accessible. Donc on va parler beaucoup de structuration de texte, de texte alternatif aux images et vous montrer de nombreux exemples pour vous montrer ce qu'on a pu faire. Les membres du groupe Normes et Standards qui sont avec moi sont Louis Marle, qui est responsable de production numérique chez Albin Michel, Marie de Firmas, coordinatrice de la production numérique chez Gallimard, Vincent Gros, responsable de projet e-books, data et anti-piratage chez Hachette Livre, et Laurence Zesser, responsable informatique éditoriale au pôle éducation et formation chez Editis. Et moi-même, Aurélie Scar, qui suis directrice du développement numérique pour le pôle littérature générale d'Editis. Donc pour démarrer cet atelier, Louis Marle va nous expliquer pourquoi il faut structurer le texte pour qu'un EPUB soit accessible. Et Laurence ensuite nous présentera le travail à apporter sur les images contenues dans les EPUB. Bonjour à tous. Alors, voilà. Ça, c'est une petite image pour montrer l'accessibilité du texte avec le premier stylo électrique créé par Edison avec une pile énorme. Mais on n'est pas là pour parler d'Edison, mais du fait de structurer un texte. Alors, pourquoi structurer un texte ? La structure d'un texte est primordiale, naturellement, pour l'accessibilité des ouvrages numériques. Ça, c'est un fait, c'est évident. Il permet de différencier le fond de la forme. C'est aussi quelque chose qui semble évident. Mais surtout, il permet aux différents moteurs de rendu, que ce soit pour l'imprimé ou pour le numérique, de tirer la meilleure partie possible de la typographie, que ce soit pour les césures, pour les langues étrangères, etc., pour rendre un beau gris typographique. Alors, pourquoi structurer les textes ? C'est tout simplement pour faire prendre en compte, pour faire réaliser que la structure doit avoir lieu le plus en amont possible dans la chaîne éditoriale. Parce que si on récupère un PDF ou un InDesign sans véritablement avoir donné des instructions de style ou de structure aux graphistes, on va avoir énormément de mal, on va passer énormément de temps à le transformer en EPUB 3 nativement accessible. Alors, ça c'est un exemple pour vous montrer l'intérêt de bien structurer les textes. Alors c'est un exemple, vous allez voir, qui est un peu particulier, qui est arrivé en 1988. C'est un extrait d'un manuel de panne General Motors à la SNCF. Alors je ne sais plus exactement quelle était la locomotive concernée. Et là, on s'aperçoit qu'en dessous du deuxième cas, il y a un premier cas, aucun robinet d'arrêt. En dessous, le deuxième cas, un feu d'arrêt est trouvé fermé, il ouvre le robinet. Et en dessous, vous voyez qu'il y a un décalage qui se met dans la continuité du paragraphe précédent, où il y a marqué dans les deux cas, le mécanicien ouvre le robinet, etc., etc. Alors vous vous dites, qu'est-ce que ça a à faire avec la structure, puisque ça m'a l'air déstructuré, il y a des listes à puces, à numéros, à tirets, tout ce que vous voulez. La réalité, c'est que ça aurait dû être comme ça. Pourquoi ? Parce que dans le cas précédent, si vous êtes dans un état de stress, dans un état où il faut agir rapidement, vous n'avez pas le temps de voir quelles sont les étapes, la procédure à suivre. C'est trop compliqué. Là, la procédure, premier cas, deuxième cas, et dans les deux cas, le mécanicien doit faire ça. Parce que malheureusement, le mécanicien n'a pas compris ce qui lui était demandé. Et en 88, 2 trains se sont télescopés en gare de Lyon. Il y a eu 56 morts et 57 blessés. C'était la plus grande catastrophe ferroviaire de ces 50 dernières années. Et le rapport de la commission d'enquête avait souligné que dans le cas de l'espèce, une présentation typographique défectueuse du PGM, donc panne General Motors, peut conduire à une interprétation erronée. D'où l'intérêt de structurer les textes, de donner des styles pour avoir une pensée claire et pour pouvoir la transmettre de bout en bout de la chaîne. Alors, avant la structuration,
En gros, si on ne structure pas un texte, on revient à ce que les latins avaient, c'est le scriptum continuum, c'est-à-dire une écriture continue, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de différence, à part la première lettrine, il n'y a pas de différence entre les minuscules, les majuscules, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a rien du tout, à vous de vous débrouiller. On se retrouve à peu près dans le monde de l'édition de temps en temps, où un éditeur donne ce genre de texte, et je caricature un petit peu, et c'est ensuite, aux différentes étapes, d'essayer de se repérer là-dedans. Heureusement, au milieu du XVe siècle, Gutenberg est arrivé, et avec sa Bible, il a commencé, avant même de l'imprimer, à le structurer pour pouvoir s'y repérer. Là, c'est juste un tout petit extrait de la Bible, 42 lignes de Gutenberg. En haut, vous voyez en rouge, il y a marqué Lamentationes Jeremiae, c'est-à-dire le livre des Lamentations de Jérémie. Le E, qui est une lettrine, est le début du prologue. Et ensuite, le paragraphe suivant, qui est une section en entier, est elle-même définie par des sous-sections qui ont pour début les lettres de l'alphabet hébraïque. C'était Aleph, Bet, Gimel, etc. Donc, c'est la première fois qu'il y a eu véritablement une structuration pour pouvoir obtenir un livre imprimé. Alors là, excusez-moi, je ne sais pas si ça se voit vraiment, c'est dans le... Voilà ce que ça donne lorsque vous le remettez en Word. Et un Word stylé, c'est-à-dire que la première ligne, c'est un titre de niveau 1, la deuxième ligne, un titre de niveau 2. Ensuite, c'est un paragraphe qu'on aura stylé avec prologue, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, dès que vous avez tout stylé, on peut le remettre en HTML pour faire l'EPUB, ou bien, et lui donner ensuite la forme que l'on veut, puisqu'on a séparé le fond de la forme. Ça, c'est la première interprétation brute, sans CSS, c'est-à-dire sans feuille de style. On a bien le découpage, mais c'est du brut de chez brut. Et on peut obtenir ceci, qui est... On a l'impression que c'est une page PDF, puisque vous avez les traits de coupe qui sont en haut. Alors, ils sont aussi en bas, on les voit un peu moins. Ça, c'est une page... Pourtant, c'est une page HTML. Hein. Ce n'est que du HTML. Ça ressemble à un PDF. C'est qu'une page HTML. Ça a été obtenu grâce à un petit programme qui est génialissime, qui s'appelle Page.js, qui permet, avec tout un jeu de scripts, de CSS, etc., et de media queries, d'obtenir des pages HTML qui ressemblent à des pages PDF et qu'on peut imprimer. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, peut-on tout structurer? Ça, c'est la grande question, puisque autant tout ce qui est noir et blanc, ça semble évident, facile. Tous les livres de texte, romans, essais, documents, ça semble facile. Oui, on peut tout structurer. Mais peut-on aller plus loin? Alors, ça, voilà, c'est un extrait. Il y a un tableau. Alors, peut-on structurer le tableau? On en a parlé ce matin. Le tableau, celui-ci est simple. Donc celui-ci, on va pouvoir le structurer, ne pas le passer en image et avoir un texte alternatif. On va le passer en tableau simple HTML. Vous remarquerez qu'en haut et en bas, il y a des séparateurs, des petites feuilles. On obtient ça, la page convertie en HTML. Donc là, vous voyez bien les balises qui sont posées avec tableau, toutes les colonnes et cellules. Et voilà la page reconvertie en HTML vue dans un navigateur. Donc le tableau est bien respecté et vous remarquerez que la petite feuille reste toujours en haut, puisque c'est assez extraordinaire, ce sont des séparateurs qui ont un codage UTF-8, Unicode. Donc il suffit juste de mettre dans la page HTML le numéro Unicode correspondant pour qu'il réapparaisse sur tous les navigateurs et toutes les liseuses possibles. Maintenant, en continuant un peu plus loin, voilà. On arrive au livre de cuisine. C'est un livre pratique. Est-ce qu'on peut le structurer ou pas? Dans 99% des cas, quand on voit arriver ça, on se dit « Oh là, on va faire un fixed layout, comme ça, on ne va pas avoir de problème. L'éditeur et l'auteur seront contents, et le graphiste aussi, puisqu'on a respecté intégralement la mise en page. » Le seul ennui, c'est qu'on peut aller un peu plus loin, puisque ce livre-là est structuré par essence. Voilà, là, j'ai fait le découpage.
vous apercevez qu'il y a 7 blocs différents sur une double page. Alors ça marche dans tous les cas de livres pratiques, même les livres scolaires, ça pourrait marcher aussi. Donc on est dans le cadre du découpage. Vous avez le premier c'est le titre, ensuite vous avez une petite introduction, etc., les ingrédients, la façon de faire, l'accompagnement. Le premier, chou-fleur, citron curry, ce n'est qu'un titre, chou-fleur, citron curry. Ce n'est pas la peine de mettre 2 styles différents, puisque là, il faut jouer sur les styles de paragraphes et imbriquer des styles de caractères. C'est très important par la suite. Si vous faites comprendre ça à vos graphistes, de faire des styles imbriqués, vous allez gagner énormément de temps pour faire ensuite de la conversion. Voilà, ça c'est le fichier converti. Alors, j'ai triché un petit peu naturellement parce qu'on passe par 2 étapes différentes pour obtenir ça. Et une fois que ça a été converti, on peut... Voilà, ça c'est sur 2 pages, mais j'ai toute ma conversion. On retrouve toutes les séquences de titres, de sous-titres, d'ingrédients, de manière de faire, etc., jusqu'à l'accompagnement. Ça, c'est la première vision brute de décoffrage en HTML. Je n'ai mis aucune CSS, aucune feuille de style. Donc c'est véritablement la suite. Vous vous apercevez que ce sont des listes à puces et des listes à numéros. C'est la base. C'est ultra simple à transformer. Si on met une CSS pour essayer de ressembler au livre, on y arrive, mais on s'aperçoit que l'exercice est un peu vain dans le sens où les polices sont très belles à l'impression, mais moins bonnes à la vision. Donc, on peut s'amuser à avoir une vue comme ça. J'ai changé complètement la CSS en jouant juste sur les polices sérif et sans sérif et en mettant en mode nuit pour pouvoir faire ressortir le texte. Alors, tout ça va bien, mais il manque une chose. Alors, avant d'arriver à dire oui, il manque une chose, il manque l'image. Donc ça, c'est pour faire la transition. Mais auparavant, c'est de vous dire que la structure est primordiale, c'est le plus important, et elle ne peut être faite véritablement que si tous les éléments, tous les intervenants le long de la chaîne se transmettent les bonnes consignes et la bonne structure au fur et à mesure. Ensuite, effectivement, il manque l'image. J'ai fait exprès, puisque c'est Laurence qui va nous parler de comment on traite les images. Juste auparavant, le groupe Normes et Standards a travaillé pendant 1 an et demi sur un document de synthèse, justement, sur les textes alternatifs aux images, que je vous invite à regarder, parce que, à la différence d'un autre guide que vous pouvez trouver, qui vient du Diagramme sans terre, lui s'intéresse plus à la description des images et non pas aux textes alternatifs en contexte. Voilà, donc je laisse la parole à Laurence. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, le groupe Normes et Standards a souhaité travailler spécifiquement sur le texte alternatif aux images, puisque c'est un sujet qui a été considéré et qui l'est toujours comme un goulot d'étranglement, la mise en accessibilité des titres, puisque même si on structure tout bien, qu'on peut écraser la feuille de style, surcharger la feuille de style de l'éditeur grâce aux paramètres utilisateurs dans l'application de lecture. Si les images ne sont pas mises en accessibilité, le titre lui-même, dans son entièreté, ne sera pas nativement accessible. Donc, le fameux guide Benetech, écrit en anglais, traduit en français par Brainnet, donc comportait une partie générale des exemples, mais en fait, il n'était pas destiné aux professionnels du texte et de l'image que sont les éditeurs. Il était destiné à tous les rédacteurs de textes alternatifs pour le web, voire pour les EPUB aussi, mais pas forcément. Enfin, en tout cas, il n'était pas dédié au monde de l'édition. Et il y avait beaucoup de littérature technique écrite par des informaticiens pour des informaticiens, mais peu de choses qui donnent des clés de compréhension pour les éditeurs, sachant qu'ils ont une diversité infinie de types d'images et de relations entre le texte et l'image, et que donc il sera impossible par construction d'épuiser tous les cas de figure possibles de la Terre dans n'importe quel guide en fait.
Donc du coup, au groupe Normes et Standards, parce que nous-mêmes avons été confrontés à ce problème, on a conçu, et puis on vous partage, enfin on l'a déjà partagé, on le repartage aujourd'hui avec vous, une méthode qui permet de dégager les grandes clés, les grands critères de décision, et qui nous l'espérons, vous donner des clés de compréhension pour être plus à l'aise par rapport à ce sujet et devenir autonome très vite. Voilà. Alors, quelle est l'utilité de ces fameux textes alternatifs ? Donc, ils sont, vous le savez, indispensables aux aveugles qui n'ont d'autres moyens de lire que les technologies d'assistance, un lecteur d'écran couplé pour la restitution à soit de la synthèse vocale à la volée, soit de la transcription au braille. Mais sachez qu'ils sont aussi utiles, en fait, à tous les publics, puisque la privation du sens visuel peut être permanente, mais elle peut être aussi accidentelle, voire situationnelle. Et aujourd'hui, nous avons des systèmes de lecture, à commencer par Thorium, qui permettent d'offrir aux personnes qui, dans leur situation de vie ou dans leur état, ne sont privées du sens visuel. En lisant justement à haute voix le texte et les textes alternatifs aux images. Voilà. Ah oui, je voulais dire autre chose avant, pardon. Si la marche arrière fonctionne bien. Voilà. Donc ce texte alternatif aux images n'est qu'une transcription ou une traduction d'un élément visuel, d'un élément graphique en élément textuel. Et à ce titre, donc on va offrir un service équivalent, mais qui ne sera pas parfaitement identique par nature, sauf pour les images de texte. Voilà. Et pour le reste, on peut se rassurer, c'est normal que ce ne soit pas pareil. L'autre question qui se pose dans le cadre légal qui s'appuie sur des normes internationales, donc qui va rentrer en vigueur en juin 2025, c'est le caractère obligatoire ou non des textes alternatifs. Alors la réponse, c'est ça dépend. Donc non pour les images décoratives, je vais développer un peu plus tard après, puisque là au contraire, il ne faut surtout pas donner de texte alternatif à ces images, ça va faire perdre du temps inutilement à tous les publics qui, du coup, utiliseraient la synthèse vocale, typiquement. Non, évidemment, si vous pouvez invoquer une exemption, qu'il s'agisse de l'exemption pour micro-entreprise, charge disproportionnée ou modification fondamentale de l'œuvre, ça a été évoqué ce matin. Mais dans tous les autres cas, oui, la mise en accessibilité des images via des images informatives via un texte alternatif est obligatoire. Deux concepts ont été évoqués, image décorative et image informative. Donc la frontière parfois est très objective, hein, elle ne fait pas débat, tout le monde est d'accord pour dire que désormais typographique des frises relève de l'univers des images décoratives qui viennent animer la page, alors que des images qui contiennent du texte vont relever des images informatives. Et toujours dans le domaine de l'objectivité, dans ces fameuses images qui contiennent du texte, donc on va voir soit que du texte, voilà, avec une typographie particulière, soit du texte et un graphisme qui met en relation les éléments de texte et qui va nécessiter de non seulement mettre à minima le texte, mais rajouter la pyramide de Maslow, par exemple, ou le symbole chimique H2O pour le dessin de la molécule. Pardon, voilà. Là où ça commence à se corser, c'est que parfois cette frontière est poreuse parce qu'elle est subjective et qu'en fait c'est à l'appréciation de l'éditeur, donc qui a la responsabilité de la mise en accessibilité de son titre. Et du coup, en fait, donc il y a des choses qui sont indispensables à la compréhension ou non. Et donc c'est à l'éditeur, à titre individuel ou à titre collectif, via une politique éditoriale de collection, de genre, de déterminer que faire de ces images qui sont à la frontière des deux types d'images.
Voilà. Et dans le domaine de la subjectivité aussi, donc imaginons que cette image a été considérée comme informative. En fait, donc, le genre littéraire va déterminer le texte que l'on va écrire, parce qu'en effet, c'est un leurre de croire qu'on est sur de la description d'image. On ne décrit jamais l'intégralité des éléments graphiques d'une image. On sélectionne des éléments graphiques qui portent le propos de l'ouvrage. Et typiquement, sur cette photographie, si je suis dans un ouvrage, dans un beau livre de photos, je vais plutôt écrire quelque chose comme « Élégante photo de nuit d'un gros chalet de montagne blotti sous de grands rochers noirs », alors que si je suis dans un polar écologique, je vais écrire « Énorme et terrifiant chalet de montagne surgissant de la glace dans la nuit », par exemple. Hein. Ou si je suis dans un essai sur les énergies renouvelables, je vais plutôt écrire « Autonomie énergétique d'un chalet de montagne situé en haute altitude ». Donc vous voyez bien que l'angle d'approche modifie totalement le texte alternatif, au-delà des petits ajustements rédactionnels, mais en tout cas le contenu même du texte alternatif. Voilà. Autre question qui se pose, c'est alors on nous a parlé de texte alternatif court et long. Faut-il toujours le court? Le long est obligatoire. Voilà. Alors le court, dans le cas des images informatives, le texte alternatif court est obligatoire, puisque notamment pour les personnes aveugles, mais pour tout le monde en même temps, mais particulièrement donc pour les personnes dont le temps de lecture est plus long et donc dont le temps est précieux, ce texte alternatif court va permettre d'aller à l'essentiel et de savoir si ça vaut la peine d'aller lire le texte alternatif long si l'on dépasse la limite des 140 caractères qui garantissent l'interopérabilité avec les technologies d'assistance. Voilà. Et puis donc le texte alternatif long, on le voit sur cet exemple, qui peut avoir besoin donc d'encoder au-delà de 140 caractères, mais aussi surtout de structurer le texte dans le cas d'un dialogue, ici d'un messagerie instantanée. Ce texte, lui, sera donc structuré en HTML. Voilà. Et donc du coup, je peux avoir un ou deux textes alternatifs pour les images informatives. Ici, j'ai repris ma pyramide de Maslow et on voit donc ces deux textes qui viennent accompagner l'image. Et on notera d'ailleurs que l'ordre du texte alternatif long correspond à l'ordre de lecture qui, en l'occurrence, n'est pas de haut en bas mais de bas en haut. Donc il faut avoir la culture générale suffisante si les items ne sont pas numérotés pour savoir que dans la pyramide de Maslow, le principe c'est que si les niveaux inférieurs ne sont pas satisfaits, on ne peut pas satisfaire les niveaux supérieurs. Voilà. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est que donc des images qui donc contiennent du texte et qui, a priori, sont par nature informatives, peuvent devenir en contexte décoratif. Voilà. Si d'aventure, le texte, le cotexte, que ce soit le texte courant ou la légende, viennent décrire en fait le contenu de l'image qui n'est là que pour animer la page. Voilà, donc on a, par rapport au besoin de prendre de la hauteur et d'y voir clair, on a mis en place un arbre de décision pour les éditeurs, donc avec quelques questions, 3 au maximum, auxquelles il faut répondre par oui ou non pour déterminer le statut d'une image. Donc, est-ce que l'image a seulement un rôle visuel, graphique, d'animation de page? Oui, on est sur une image décorative. Non, deuxième question à se poser, est-ce que ce texte contient du texte qui n'est pas dans le cotexte? Oui, là on est sur une image informative, donc il va falloir une alternative textuelle. Et sinon, est-ce qu'elle ajoute une information nécessaire à la compréhension? Et c'est là que ça devient très subjectif, puisque c'est à l'appréciation de l'éditeur. Voilà, donc juste une slide avec des pointeurs vers une documentation vraiment dédiée au sujet, faite par le SNE, Benetech, et puis sachez aussi qu'une formation spécifique est
vite possible sur le texte alternatif aux images. Voilà. Donc j'ai évoqué l'infinie diversité des images, des relations entre images. Néanmoins, il y a des choses qui reviennent assez souvent, notamment dans le domaine de la littérature. Et donc je vais passer la parole à Marie et à Aurélie pour rentrer plus dans le détail du processus de mise en œuvre de ces principes sur des cas concrets, voilà, des cas pratiques. Merci. Alors, en introduction, je voulais simplement dire que ce que l'on va vous présenter avec Marie, c'est... on va passer en revue de nombreux exemples. On a voulu un discours simple et didactique. Les exemples qu'on a pris sont issus de nos productions récentes. Ce sont des vrais exercices qui ont été réalisés. On vous présente des choses que l'on rencontre aussi fréquemment, donc ce sera relativement simple. Et d'autre part, on a essayé de trouver des exemples parlants qui vous serviront pour vos propres productions. Bonjour. Donc la première étape quand on se trouve en face d'une image, c'est déjà de comprendre à quoi elle sert. Est-ce qu'effectivement elle est importante ? Est-ce qu'elle est indispensable à la compréhension du texte ? Donc sur l'exemple de gauche, on voit un texte et puis une petite chaussette tout en bas. Et cette petite chaussette qui vient, comme on dit en langage typo, en cul de lampe, elle est juste là pour signaler la fin de cette section, la fin du chapitre. Sur la page, sur l'exemple qui est à droite, on a une image qui est plus importante, qui prend plus de place, qui est aussi un peu plus complexe, mais qui finalement n'a pas besoin d'être décrite, elle est purement illustrative, parce qu'on voit dans le corps du texte que la scène qui est représentée dans cette image est intégralement décrite dans le corps du texte. Donc là, pas de texte, surtout pas de texte alternatif. Là encore, voilà, 3 exemples. La petite étoile qui sépare les 2 paragraphes, qui a le rôle de séparateur, comme son nom l'indique. Au milieu, une petite illustration en cabochon, Roald Dahl et sa signature. Ça vient animer cette page. Et puis, le dernier exemple, cette grande image qui prend toute la place en frontispice, mais qui ne vient finalement que pour... mettre en valeur la page de titre qui est en belle page. Donc, encore une fois, en conclusion, si le rôle de l'image est purement décoratif, on ne fait surtout pas de texte alternatif. Alors, nos livres contiennent beaucoup d'images, ne serait-ce que la couverture, beaucoup d'images qui sont récurrentes, pour lesquelles il faut fournir un texte alternatif, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir automatiser leur traitement. Donc, il y a l'image de couverture qui est un visuel qui sera, le texte alternatif sera... Enfin, dans l'usage image de couverture, puisqu'en fait le titre, l'auteur et diverses métadonnées sont reprises dans la page de titre. Donc si la page de titre est traitée en image, il faudra reprendre intégralement le contenu en texte alternatif. Idéalement, la page de titre est faite en texte. Il y a aussi divers logos qui sont présents dans nos ouvrages, évidemment les maisons d'édition, les réseaux sociaux, les collections, etc. Pour ces logos-là, ils seront également... on proposera un texte alternatif. La recommandation, et c'est ce qui est fait aujourd'hui, c'est de créer un cahier des charges avec son prestataire de façon à ce que vous définissiez un texte alternatif unique pour tout ce genre de visuel. Quand on se trouve en face d'une image, elle n'est pas complètement ex nihilo, elle intervient dans un contexte. Et c'est important de prendre en compte ce contexte, c'est primordial même, parce qu'on pourra avoir 10 fois la même image, selon qu'elle illustre tel ou tel propos, qu'elle intervient dans tel ou tel type de livre. Elle ne racontera pas la même chose, elle n'aura pas, la personne qui l'aura choisie n'aura pas la même intention en l'ayant placée là. Donc on a fait l'exercice avec ce portrait de l'empereur. Le texte alternatif dans un livre d'histoire militaire s'attachera à décrire les attributs du pouvoir, en tout cas à les évoquer dans le texte alternatif. On vous a fait
un exemple là avec on parle de la couronne de laurier, du sceptre, etc. Dans un livre d'histoire de la mode, on évoquera plus volontiers la parure, les tissus, les ornementations du costume de Napoléon. Donc gardez toujours en tête que, ça a été déjà aussi évoqué ce matin, le contexte est essentiel et il faut s'appuyer sur ce contexte, le contexte dans lequel l'image s'affiche pour donner le sens, donner et traduire le sens de l'image dans ce texte. L'image dans son contexte, c'est aussi le texte courant, c'est-à-dire le texte qui entoure l'image, le paragraphe d'avant, le paragraphe d'après, pardon. C'est pour ça que c'est important d'avoir une connaissance de l'ouvrage dans lequel on travaille. On ne peut pas décrire des images comme ça en ne sachant pas comment elles arrivent. Sur cet exemple-là, on voit cette photo qui est entre deux paragraphes. Ce qui est intéressant là, c'est que on voit que le texte courant en fait une allusion très explicite, cette image satellite et certainement voilà. Après, on voit l'image, elle est même légendée. La légende là n'est pas inclue dans l'image, donc elle sera lue par les systèmes d'assistance. Et puis, on continue la lecture de haut en bas et on voit que dans le corps du texte encore, on décrit vraiment l'image dans la partie inférieure de l'image, un pays florissant, voilà. Donc, si on lançait un programme de synthèse vocale, ça déroulerait de haut en bas toutes les informations nécessaires à la compréhension et à l'intention de l'auteur. C'est donc vraiment inutile et même on vous conseille de ne pas faire de texte alternatif dans ce cas-là. Là encore, deux images en page de gauche, en page de droite, et le texte courant en page de gauche fait encore une fois allusion explicitement à ces illustrations. On voit entre crochets illustration 118. Et puis, on a surligné dans cet encadré jaune que, là encore, le texte courant décrit par le menu les images. Donc, là, de nouveau, pas la peine de texte alternatif. Alors, les visuels sont très fréquemment accompagnés de légendes. Donc, la légende sera lue si elle n'est pas contenue dans l'image. Et l'ordre de lecture va de haut en bas, c'est l'ordre de lecture classique, c'est-à-dire qu'on va d'abord lire le texte alternatif à l'image, puis la légende, puisque la légende se place sous l'image. Alors, il y a deux cas. Quand la légende décrit l'image, là, par exemple, Violette le Duc en séance de dédicace, à ce moment-là, le texte alternatif ne va pas répéter cette légende et va s'attacher, là, en l'occurrence, au support. Et là, on a proposé photographie. Quand la légende, au contraire, ne parle pas de l'image, là, il y a une citation à la place en légende. À ce moment-là, le texte alternatif va s'attacher à décrire la photo. Et on a proposé photo de Violette le Duc debout, appuyé contre le tronc d'un arbre. Donc, quand une image est accompagnée d'une légende, il faut vraiment veiller à faire concorder le texte alternatif et la légende de façon à ce qu'il n'y ait pas de redondance et que les deux se complètent agréablement. On rencontre aussi le cas d'images qui contiennent du texte. Et quand le texte contenu dans l'image et traité en image porte une information importante pour la compréhension, là, c'est vraiment une règle impérative de le retranscrire dans le texte alternatif. Donc, on a ce cas de médailles qui portaient des inscriptions gravées, ou alors, à côté, le cas d'une pancarte avec un texte. Dans ces deux cas, le texte alternatif va reprendre in extenso les informations textuelles contenues dans l'image. Là, c'est un cas intéressant, donc lettre manuscrite, donc besoin comme ça a été traité en image, besoin d'un texte alternatif pour accéder à son contenu. Là, ce qui est intéressant, c'est que on a un grand texte, donc ça dépasse les 140 caractères qui est
le maximum autorisé pour le texte court alternatif. Donc on a recours dans ce cas-là à un texte long. Et on voit en colonne 1 le texte court qui s'attachera là, voilà, à dire le type de document, et le texte long qui, lui, retranscrira véritablement le texte. Le texte long, pardon, juste une petite précision. Là, il y a une décision aussi, bon, c'est des décisions éditoriales à chaque fois, hein, mais il y aura une décision éditoriale aussi qui consistera à décider si oui ou non on rend visible ce texte long. Ça, c'est à ce moment-là aussi que c'est déterminé. Dans ce cas-là, ça c'est aussi un exemple intéressant, c'est le cas d'une image de type infographie. C'est la roue des émotions. C'est un outil dans lequel on circule en partant du centre, en choisissant une des 7 émotions principales, et puis graduellement, on va pouvoir préciser son sentiment émotionnel en allant de plus en plus vers l'extérieur pour préciser son niveau d'émotion. Et pour rendre compte de cette structure hiérarchique et de l'articulation de ces données qui sont assez volumineuses ici, là, on recommande de traiter toutes ces données en liste imbriquée dans les textes alternatifs. Ça permet au lecteur de pouvoir circuler ensuite avec les flèches de son clavier à l'intérieur de ces données, de la même manière que visuellement, pour un lecteur lambda, on circule avec les yeux. Alors, l'arbre généalogique est aussi très présent dans nos ouvrages. De la même façon, la lecture linéaire n'est pas possible. Donc, pour pouvoir circuler dans l'arbre, il va falloir structurer les informations également au moyen de listes imbriquées pour que le lecteur puisse circuler lui aussi avec les flèches du clavier dans l'arbre généalogique. Alors, les listes imbriquées sont des textes longs, et qui texte long dit texte court, texte alternatif court obligatoire. Alors, les listes imbriquées, c'est du code et ce sera réalisé par le prestataire. Donc on vient de le voir, quand le texte traité en images est structuré, quand il y a une information hiérarchisée, quand ce texte dépasse 140 caractères, voilà, on a besoin, on ne peut pas, le texte court, le texte alternatif court ne suffit pas, il reste obligatoire, mais il ne suffit pas, et on a recours à un texte long. Et pour passer de ce texte court au texte long, on utilise un texte de renvoi. Et ça, c'est important parce que ça permet au lecteur de choisir s'il veut ou non récupérer cette information complémentaire qui lui sera donnée par le texte long. Donc, il ira cliquer sur un lien ou dérouler un menu. Et cette formule de renvoi, elle doit du coup être extrêmement courte pour ne pas interrompre le temps de lecture, et puis elle doit être très explicite. Donc on vous a donné ici quelques exemples de textes de renvoi. Alors pour finir, on vous propose cet exemple de carte. Le titre est dans l'image, il est traité en image, donc on va le reprendre dans le texte court, en précisant que c'est une carte et en précisant de quoi il s'agit. Le texte long sera introduit par un texte de renvoi qui va préciser ce qu'on va trouver dans le texte long. Et enfin, le texte long va proposer dans l'ordre, parce qu'il y a des cartouches numérotées, dans l'ordre le contenu qui est présent sur la carte. On peut voir sous l'image, accéder au détail des étapes, qui est notre texte de renvoi, qui apparaît ici. C'est notre choix comme un lien hypertexte qu'on peut décider d'aller voir ou pas. Voilà. Alors, je voulais une petite conclusion. En conclusion, on avait envie de mettre en avant 3 points clés. D'abord, un point important, c'est que toutes les images ne sont pas à traiter. On peut être un peu
se sentir peut-être dépassées par le nombre d'images présentes dans les textes, mais finalement elles ne sont pas toutes à traiter. D'abord parce qu'elles sont souvent illustratives, ou alors parce que leur traitement peut être automatisé. Ensuite, la méthodologie se met en place. On a essayé de vous donner quelques grands indicateurs, quelques grands principes à respecter, de même que les usages se mettent en place. Et autre point, ça a été souvent abordé, c'est de dire que finalement, il faut du bon sens, il faut connaître son contexte pour trouver le texte alternatif qui sera le plus pertinent pour servir son ouvrage. Et enfin, c'est un conseil, mais de dire que les prestataires sont là et qui viennent en soutien technique pour nous accompagner dans les projets les plus ardus. Voilà. Alors, à présent, je vais passer la parole à Vincent, qui va nous présenter le projet Calinum. Donc, c'est un outil très prometteur pour les éditeurs dont l'objectif est d'accompagner les métiers moins techniques vers l'accessibilité. Merci Aurélie. Donc vous avez déjà une petite idée de ce qu'est le projet Calinum que je vais vous présenter. Je vais vous parler d'un autre projet juste après, donc 2 parties dans l'intervention que je vais effectuer. Je vous rassure, je vais essayer de tenir en 10 minutes. Donc Calinum, c'est un acronyme qu'on a donné pour l'instant au projet qui vaut pour une liste de références qualité du livre numérique. Et effectivement, on vise par ce projet les personnes moins techniques, peu techniques ou non techniques, qui peuvent être un peu perdues par tous les éléments qu'on peut communiquer depuis le début de cette journée, ou même dans les autres interventions, ou même au-delà. Tous les documents dont on fait référence sont beaucoup de documentation technique, souvent longs. Donc est-ce qu'on ne peut pas imaginer un point de départ qui permettrait à tous les acteurs de la chaîne du livre de travailler sur l'accessibilité, et même au-delà, puisqu'on a parlé structuration et image, d'aller même vers la qualité du livre numérique, puisque finalement rendre un livre numérique accessible, c'est aussi travailler sur sa qualité d'un point de vue général. Alors Calinum, ça veut dire qualité du livre numérique. C'est un acronyme qui est en français, qu'on a donné par rapport à la source que l'on a, qui est OPQuast. Et OPQuast, c'est un acronyme en anglais qui signifie Open Quality Standards. Au sein du groupe Normes et Standards, on est 2 certifiés OPQuast, donc moi-même et Gauthier Chomel qui est dans la salle, qui présentera juste après pour un autre sujet, pour AB Lab. OPQuast, c'est d'abord une entreprise. C'est une entreprise qui a une 20aine d'années environ et qui travaille sur la qualité des sites web. Et vous savez que pour les livres numériques, pour EPUB, on partage les mêmes technologies du web. Lorsqu'on a échangé avec Gauthier au départ, donc au début de l'été, sur OPQuast et la certification OPQuast, on s'est rendu compte que le travail qui était effectué par l'entreprise, notamment la checklist OPQuast, qui est un ensemble de règles que je vais présenter dans les slides suivantes, pouvait servir pour la qualité du livre numérique. Et on pouvait imaginer un projet qui s'appuierait sur toutes les règles d'assurance qualité qui ont été rédigées par OPQuast. Et aujourd'hui, on est dans la version 4 de la checklist OPQuast, des règles OPQuast, qui aura encore cours jusqu'en 2025, qui changera après l'année 2025. Donc Calinum est basé sur OPQuast. Vous voyez la capture du site web OPQuast qui est public, donc vous pouvez y aller. Vous pouvez taper OPQuast dans un moteur de recherche et constater par vous-même la checklist. Pour vous la décrire rapidement, du côté de OPQuast, on a 240 règles dans différentes catégories. Là, je vous ai mis 3 exemples de règles, donc les règles 111, 112 et 113, qui portent sur les images. Parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé des images et de ce qu'il fallait faire, notamment sur les alternatives textuelles. Je vous donne l'exemple d'une règle pour continuer. Une règle est structurée de la façon suivante. On a d'abord une description, ce que vous voyez en tout petit, mais vous pouvez encore une fois aller sur le site web pour le lire directement. Donc là, c'est une petite explication très vulgarisée sur les images décoratives qui doivent avoir une alternative textuelle appropriée. Ce qui veut dire pas de texte alternatif si vous avez bien écouté ce qui a été dit juste avant. C'est rappelé dans l'objectif de la règle, justement.
Ça dit aussi pourquoi on ne met pas de texte alternatif pour les images décoratives et pour qui ou comment. Donc là, on a également des descriptions qui sont faites pour les sites web. Donc on parle de robots d'indexation. Évidemment, c'est moins utile pour le livre numérique. On a la mise en œuvre. Donc pour un texte alternatif ou qu'on ne doit pas mettre pour une image décorative, ça veut dire avoir un attribut alt qui est vide. Et vous voyez l'exemple dans la mise en œuvre. Et vous avez également les modalités de contrôle, ce qui vous permet de savoir comment vérifier qu'effectivement, il n'y a pas de texte alternatif pour une image décorative dans le code HTML. Le but est d'avoir quelque chose d'efficace, de clair, facile à comprendre pour tout le monde, et de partager ainsi le même vocabulaire lorsque l'on parle de qualité du livre numérique, ou ici qualité des sites web, puisque je suis encore du côté d'Opquast. Ce qui était intéressant du côté d'Opquast, quand on a échangé au début de ce projet, c'est que c'est sous licence libre, Creative Commons, ce qui veut dire qu'on peut récupérer les règles, les travailler et les proposer d'une manière différente. Donc je vous présente Calinum, c'est un site qui n'est pas public, vous ne pouvez pas y accéder sur votre site web. Pour l'instant, il est partagé au sein du groupe Normes et Standards et on espère pouvoir vous le partager le plus rapidement possible. Donc vous avez la première version, c'est une expérimentation, ce qui permet d'illustrer les règles que l'on a sélectionnées. Du côté d'Opquast, on a des règles par exemple pour l'e-commerce, pour la sécurité, qui portent moins sur le livre numérique et qu'on a écartées. Donc, des 240 règles qu'on avait au départ, on n'en a plus que 90 aujourd'hui, mais c'est un travail toujours en cours. On a 12 catégories environ, donc c'est peut-être écrit trop petit, mais on a rajouté des catégories, notamment une sur la rétrocompatibilité avec les EPUB 2. Donc on a rajouté des règles qui sont spécifiques au livre numérique et qui n'existaient pas du côté d'Opquast. Et du côté de Calinum, puisqu'on a évidemment beaucoup parlé des images aujourd'hui, on a 13 règles, donc c'est la catégorie la plus représentée actuellement dans Calinum pour les images, ce qui veut dire que vous pouvez avoir beaucoup d'outils du côté de Calinum pour travailler sur les images, les alternatives textuelles des images et d'autres choses, puisqu'on est sur la qualité et non pas que l'accessibilité. Je suis passé très rapidement sur les catégories. Vous n'avez pas vu de catégorie accessibilité si vous avez lu très très vite. Tout simplement parce que l'accessibilité au sens Opquast, et on l'a gardé du côté de Calinum, c'est pas une catégorie, c'est un domaine qui est transversal à toute la qualité d'un site web. Et c'est pareil pour le livre numérique. Donc on a gardé cette philosophie dans Calinum, pour l'instant en tout cas. On est toujours en train de travailler sur le projet. On espère avoir une V1 du côté du groupe Normes et Standards en 2024. C'est un des projets que l'on a dans la feuille de route du groupe Normes et Standards. Et pour terminer le deuxième sujet, donc si vous n'êtes pas convaincu par Calinum, qui est un ensemble de règles faciles à comprendre, moins techniques, peu techniques, je vais vous présenter un sujet extrêmement technique, et comme ça vous serez convaincu. Donc Fixed Layout hybride, c'est un sujet qu'on a déjà abordé dans d'autres événements. C'est une proposition qui est faite par le groupe Normes et Standards pour répondre à la question comment rendre l'EPUB Fixed Layout suffisamment accessible. Aujourd'hui, même du côté du W3C, on reconnaît des limites par le format Fixed Layout, notamment des limites sur la partie accessibilité WCAG 2.2, dont je fais référence dans cette slide, puisque c'est le niveau actuel, officiel du côté du W3C, c'est le niveau qu'on devrait, qu'il est recommandé d'atteindre pour l'accessibilité des EPUB reflowable. Donc essayons de viser ça aussi pour les EPUB Fixed Layout. On a des limites. Alors les limites, ça peut être des questions de coût qu'on a déjà abordées, des questions de respect de maquette, soit parce que ça appartient totalement à l'œuvre, soit parce que l'auteur s'y oppose, ou d'autres raisons encore. Donc il faut essayer d'imaginer quelque chose autour du Fixed Layout. Le problème, c'est que le Fixed Layout n'est pas totalement accessible au sens WCAG. Si je prends le niveau AA, on a deux critères qui sont importants et qu'on ne peut pas respecter totalement du côté du Fixed Layout. C'est le critère reflow que vous voyez derrière moi, donc que vous comprenez assez intuitivement. Donc c'est la capacité à avoir du texte qui va s'adapter à l'écran et à la taille des caractères que l'on voudrait avoir. Donc c'est aussi une notion de zoom que l'on doit respecter, qui est très difficile à faire quand on est sur téléphone avec un Fixed Layout. Et on a également toutes les règles d'espacement, des caractères, des lignes
que l'on utilise notamment énormément pour les personnes qui sont empêchées de lire, du type dyslexie, dyspraxie, etc. L'approche que l'on a pour le fixed layout, pour le dire très rapidement, c'est une approche qui n'est pas nouvelle. Là, je vous montre avec la slide une capture d'une expérimentation qui a été réalisée en 2015, où on avait déjà, si vous lisez ce qui est écrit en anglais, un mix entre reflowable et fixed layout dans un seul fichier. Donc vous commencez à voir l'hypothèse que l'on a pour le fixed layout hybride, c'est d'avoir un EPUB fixed layout et d'ajouter du contenu reflowable à l'intérieur. Un seul fichier, mais deux versions différentes. Donc au départ, c'est un fixed layout et vous ajoutez du contenu reflowable. Donc si vous savez faire du reflowable, évidemment, faites un EPUB reflowable. Mais là, on est dans le cas où on ne peut pas le faire de manière aussi sophistiquée qu'un reflowable total. Donc on va aller sur une version reflowable simple, mais qui va apporter tous les éléments nécessaires à l'accessibilité. Donc ça, c'est quelque chose qui existe dans EPUB 3.3, vous l'avez devant vous. Vous pouvez indiquer prepaginated pour le fixed layout ou reflowable pour le reflowable au niveau du fichier EPUB en entier, mais vous pouvez le faire aussi pour un seul morceau de contenu à l'intérieur du fichier EPUB. Et c'est sur ça qu'on va jouer pour l'EPUB fixed layout hybride. Je vous donne un exemple. Là, vous avez la version fixed layout, un message qui vous dit si vous voulez accéder à la version accessible, cliquez dessus. Et si vous cliquez, vous accédez à la version reflowable. Et comment on sait que c'est une version reflowable? Tout simplement parce qu'on a les options pour travailler la taille du texte ou l'espacement du texte. Donc, comme on l'a vu, c'est nécessaire pour l'accessibilité. Si vous ne me croyez pas, parce que je vous donne des démonstrations statiques, je vous invite à venir me voir juste après, puisque c'est la pause juste après mon temps de parole. Et je pourrais vous le montrer sur mon ordinateur. Attention, temps limité, j'ai plus beaucoup de batterie sur mon ordinateur. Petite parenthèse pour terminer, mais très rapidement. Là, ce que je vous ai proposé, c'est de faire un EPUB fixed layout hybride piloté par l'EPUB, c'est-à-dire piloté par le fichier. Je fais une petite parenthèse pour le futur. Peut-être qu'il y a d'autres choses à imaginer. Au sein du W3C, il y a d'autres expérimentations qui existent de toute façon. Mais cette fois-ci, je propose quelque chose non pas du côté du fichier EPUB, mais des applications de lecture. Et l'exemple que je donne, c'est la lecture immersive que vous pouvez tester dans n'importe quel navigateur Internet. Vous avez un petit bouton quand vous êtes sur un site Internet. Si vous cliquez dessus, vous passez en mode lecture immersive. Donc ça, c'est le vocabulaire du navigateur Microsoft Edge. Et vous avez tous les outils que l'on a habituellement pour un EPUB reflowable. Donc c'est super intéressant. On pourrait imaginer d'avoir quelque chose de similaire, pourquoi pas dans Thorium, en ajoutant un petit bouton qui permettrait d'avoir la même chose. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, je ne crois pas. C'est bon. Eh bien, merci.